Un kiné du sport n'est pas obligé de prendre en charge des sportifs de haut niveau, mais c'est absolument pas le gold standard et l'objectif ultime de la kinésithérapie du sport que d'être kiné de club. C'est pas parce qu'on est kiné en club qu'on est meilleur que le kiné qui est en cabinet, qu'on est plus compétent. On peut pas en tant que kiné se retrouver complexé par quelqu'un et se retrouver jugé dans le statut qu'on doit lui donner ou dans sa façon de pratiquer. La majorité des patients qu'on va avoir en libéral, c'est le kiné qui va gérer quasiment du début à la fin de la prise en charge. La question c'est de savoir est-ce que je suis en capacité d'aller jusqu'au bout de la prise en charge. Il ne faut pas non plus hésiter à réorienter, à déléguer quand on sent qu'on est limité. Mais la littérature, elle est assez claire. Aujourd'hui, la chaîne ouverte n'est pas un problème et n'est pas à risque de laxité sur le transplant. On se rend compte que quand on va imaginer un mouvement, on peut avoir jusqu'à 80% de la stimulation des aires motrices activées, de la même façon que si tu réalisais le mouvement en lui-même. Hey, salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entendons. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Erwan Lecor, qui est kinésithérapeute du sport, mais qui s'est également formé en préparation physique. Alors aujourd'hui, ça va parler de kiné du sport, de traumatologie du sport, mais également des enjeux de travailler dans un club avec des sportifs de haut niveau, mais aussi de ligaments croisés antérieurs, de chaîne ouverte, de l'importance du travail neurocognitif dans nos rééducations du ligament croisé antérieur, mais également aussi du continuum coach-kiné, où est-ce qu'on se situe, quand passer la main au préparateur physique. Bref, il y a plein de questions et pour avoir les réponses, je vous souhaite un très très bon épisode. Merci pour votre confiance, ciao. Alors avant de débuter ce podcast, j'aimerais bien t'en dire un petit peu plus sur ce qu'est Full Physio. Parce que Full Physio, c'est pas qu'un podcast, c'est avant tout une plateforme tout en un. Et notre ambition chez Full Physio, elle est très claire, c'est tout simplement de pouvoir te proposer au même endroit non seulement un accès privilégié à l'information scientifique récente pour toujours être à jour des dernières évidences scientifiques qui gravitent autour de la kiné, mais également des outils cliniques pour améliorer, faciliter ta pratique quotidienne au cabinet. Et enfin, une académie qui te permettra de te former en continu auprès d'experts et expertes dans leur domaine. Full Physio, c'est donc 3 piliers pour t'aider dans ta carrière de kiné. En plus, ça rime. Le premier volet, c'est Full Physio Knowledge qui va regrouper des modules EBP, des masterclass, des webinaires, des tests cliniques, et même aussi des vidéos de manipulation et de mobilisation articulaire. Le deuxième volet, c'est le volet Care qui va en fait regrouper un tas d'outils cliniques pour te faciliter la vie dans ta pratique quotidienne, que ce soit un outil d'aide à la prescription d'exercices pour tes patients, mais également des fiches d'éducation thérapeutique, etc. Et enfin, le volet Academy, donc Full Physio Academy, qui est une plateforme où tu retrouveras des formations aussi bien en présentiel que en e-learning données par des experts et expertes dans leur domaine. Bon allez, c'est tout pour moi, je te laisse écouter l'épisode, je te dis à très bientôt et surtout, merci pour ta confiance. Et salut Erwan, écoute, merci beaucoup d'être avec nous pour ce nouvel épisode d'Entendons. Avant qu'on commence, comme d'habitude, je t'invite à te présenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas. Déjà, Augustin, merci beaucoup de cette invitation et merci à Full Physio. C'est toujours sympa de pouvoir échanger entre kinés, pour les kinés et puis pour qui veut d'ailleurs. Donc moi, c'est Erwan Lecor, je suis kinésithérapeute depuis 2008. Suite à mon diplôme de kiné, j'ai vécu pas mal d'expériences tant au niveau professionnel que aussi dans mon parcours de formation. Donc j'ai enchaîné avec un master en préparation physique, préparation mentale et réathlétisation sur Lyon, ce qui après m'a fait enchaîner sur un diplôme en kinésithérapie du sport. Tout ça parallèlement, j'ai pu comme ça commencer à m'intégrer dans le milieu du sport. Pendant mon master, j'ai pu découvrir ce que c'était que le rugby semi-professionnel, comme kiné, comme préparateur physique stagiaire. La vie a fait que ça a continué, ça s'est plutôt bien enchaîné. J'ai pu comme ça exercer au Stade français Paris Rugby avec l'équipe professionnelle, au Paris FC avec l'équipe professionnelle aussi pendant 3 saisons. Et puis plein de petites expériences à droite à gauche, de remplacement, de fédération aussi, où j'ai été à la Fédération française d'athlétisme pendant pas mal d'années sur les soins à l'INSEP. Voilà, j'ai découvert des sports variés parallèlement à tout ça, j'ai toujours continué à faire de la formation, à suivre de la formation et puis maintenant à être un peu plus acteur et à en organiser moi-même en organisant des conférences, des soirées, des moments de rencontre où on peut échanger et progresser ensemble. Donc aujourd'hui, je suis sur la péniche Anetka, qui est une péniche assez folle, festive, sportive et aussi médicale. Sur ce projet-là, à la fois je pilote le projet médical et en même temps, je développe mon activité de suivi individuel de joueurs, de sportifs, de sportifs et de sportifs de haut niveau. Ok. Voilà les grandes lignes. C'est pour ça que je suis content de t'avoir aujourd'hui parce que tu as plein de casquettes différentes, des casquettes hyper intéressantes qui sont toutes un petit peu liées, kiné du sport, préparateur physique, etc.
Je trouve ça hyper intéressant. Et notamment, je voulais commencer ce podcast par le fait que tu es et que tu travailles aussi Oui. en club avec des équipes. Je sais que c'est un sujet qui fait parfois un petit peu débat parce que à plusieurs niveaux, au niveau de la rémunération, au niveau parfois on considère que les kinés ou en tout cas certains kinés qui travaillent en club sont un peu exploités au vu de leurs compétences. Bref, je pense que tu vois un petit peu là où je veux en venir, mais au final, quels seraient les points pour toi positifs et négatifs de se diriger vers ce type de carrière pro? Parce qu'au final, quand un kiné veut se spécialiser dans le sport, souvent c'est quand même quelque chose qui revient dans le tableau. On Bien se dit, sûr. ah, j'aimerais travailler avec du haut niveau, mais parfois on se prend un petit coup de savate en se disant, ah ouais, en fait, c'est peut-être pas le rêve comme je l'avais imaginé. Et donc ton expérience là-dedans, je pense, pourrait vraiment tous nous intéresser, et moi aussi par la même occasion. Ben, alors déjà, on a de la chance, nous, en tant que kiné, c'est qu'on a des possibilités qui sont quand même assez énormes de choisir les endroits où on va travailler, que ce soit les centres de rééducation, que ce soit les cabinets libéraux, que ce soit les clubs ou les fédérations. Celui qui a envie de travailler avec du sportif, il trouvera quelque chose et il trouvera une orientation. Au départ, dans mes premières expériences, ça commençait à faire des piges une fois par mois dans le club d'athlétisme du coin, où on allait donner des conseils, on faisait venir les patients sportifs au cabinet quand ils étaient blessés, et ça c'est une introduction déjà à la prise en charge du sportif. On n'a pas forcément toujours besoin du prisme du haut niveau et du club sportif professionnel pour se dire qu'on travaille dans le sport et dans le sport de haut niveau. Euh, Celui qui est intéressé et qui veut en faire vraiment un métier à part entière et vivre de ça, ben évidemment, il va falloir s'orienter vers des structures qui permettent de le faire. Et ça, il n'y en a pas 40. Donc, il n'y a pas 40 sports qui permettent de le faire. Il y a le foot, il y a le rugby principalement. Il y a aussi le hand, le volley, c'est un peu plus difficile. Le suivi individuel de joueurs, eh ben, c'est pareil, c'est un peu délicat au départ quand on est jeune. Voilà, il faut un petit peu de temps aussi pour intégrer ce milieu. Alors souvent, on parle de façon un peu péjorative du réseau. On dit oui, il faut avoir un bon réseau, il faut être pistonné, etc. Je pense que le réseau, il faut le voir de façon plutôt positive. C'est que c'est normal de pouvoir aborder son travail et aborder une certaine organisation par son réseau et par ses connaissances. Mais c'est pas du copinage, c'est lié aussi par les rencontres que tu fais en tant que praticien, les rencontres que tu fais dans tes formations, et c'est ça qui va t'ouvrir petit à petit ton réseau. C'est parce que tu réponds à une annonce pour aller encadrer le tournoi de tennis des petits as à Nevers qui te rencontre à ce moment-là, qui te fait rencontrer quelqu'un qui va t'amener vers autre chose. Et en fait, moi, Mhm. c'est ça que j'ai toujours aimé dans ce parcours un petit peu sport, c'est qu'il y a toujours eu des personnes qui ont été à un moment donné des personnes ressources qui ont amené vers une autre expérience. Donc moi, par ça, j'ai réussi petit à petit. Comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé comme stagiaire préparateur physique kiné dans un club à l'Asvel Rugby en Fédéral 2 quand je faisais mon master à Lyon. Et puis après, il y a eu une opportunité qui s'est créée au Stade français avec l'équipe Espoir et au rugby à 7 avec le Stade français. Donc j'ai commencé comme ça à faire des petites piges. Et puis comme les choses se passent bien, et ben, l'équipe professionnelle était à la recherche d'un kiné, que mon nom a circulé, et ben, on est venu m'aborder en me demandant si c'était possible ou pas, si ça m'intéressait, etc. Et j'y suis allé. Donc les choses se sont faites de façon, on va dire, très progressive. Et quand on a envie de le vivre, il y a la place de le vivre, encore une fois, par ses compétences un petit peu, son expérience, son réseau qu'on a réussi à développer au fur et à mesure. Et très sincèrement, moi, encore une fois, moi, ce que je retiens de toutes les expériences, c'est les belles rencontres qui ont été faites à un instant donné, qui ont donné des opportunités. Et après, il y Ouais, a l'autre versant, on va en parler, le versant financier. Là, c'est sûr, ouais. quand tu es jeune kiné, tu peux pas forcément espérer ou gagner ta vie peut-être aussi bien que ce que tu la gagnerais ailleurs. Mais encore une fois, c'est aussi des choix, des sacrifices. Tu t'exerces aussi différemment. Euh, la vie libérale peut-être te permet d'avoir une rémunération plus importante, mais en même temps t'amène d'autres contraintes. Donc chaque organisation a ses points positifs et ses points négatifs. Il y a les problèmes de rapport de force dans les staffs, les problèmes d'ego, les gestions de conflits, euh, le relationnel avec les joueurs, le relationnel avec le préparateur physique, avec le collègue kiné, avec celui qui est là depuis 20 ans, celui qui vient d'arriver. Donc tout ça, mais c'est comme dans toute expérience, en fait, il faut faire avec, et puis faut prendre les bonnes choses, laisser les mauvaises. Euh, mais ce que je retiens, si j'ai une vision très large, c'est que globalement, toutes les expériences m'ont amené des belles choses. Et même les endroits où ça s'est moins bien passé, parce qu'il y a eu des endroits où ça s'est moins bien passé, il y a eu des relations parfois très difficiles avec certains, mais au final, c'est pas grave, c'est une étape qui après t'ouvre vers encore autre chose et peut-être qui te permet de cibler encore mieux ce que tu as envie de faire dans l'après. Ok.
Et tu vois, avec ce passif que tu as, aujourd'hui, qu'est-ce que t'as apporté ce travail justement avec les clubs, dans ce type de pratique-là, que tu aurais peut-être pas pu retrouver avec une pratique en libéral? Bah, déjà, tu sais, c'est le fait dans un club, tu as un groupe de 25 joueurs dans un club de foot, 45 joueurs dans un club de rugby, 40-45 joueurs. C'est déjà une proximité, une connaissance et un relationnel qui est très particulier. Je veux dire, tu Ouais. as les mêmes patients toute l'année. Donc c'est une relation qui va au-delà de la relation soignant-soigné, très clairement. On est dans autre chose. On connaît les gens personnellement, ils nous connaissent personnellement. On partage un vécu qui va au-delà de la simple relation de soins. Et Ouais. il y a souvent, on dit dans les présentations, on ne soigne pas un genou, on soigne un patient, on soigne une personne. Ben, en fait, dans les clubs, on a d'abord la personne. Et cette personne deviendra peut-être d'ailleurs après un patient, quelqu'un de blessé, mais avant que ce soit un patient, c'est d'abord la personne et c'est d'abord la rencontre humaine. Et moi, c'est ça que j'ai le plus apprécié, c'est cette rencontre qui est très privilégiée avec le sportif que tu as l'occasion d'accompagner dans un moment de sa vie, physique, thérapeutique, mais pas que, parce qu'en en fait, on crée des liens qui vont bien au-delà. Et, Ok. et tu vois, il y a certains joueurs, dans des clubs où je suis plus depuis 5, 6, 7, 8, 9 ans, il y a toujours des personnes qui sont toujours là et qui maintenant font partie de mon environnement et des gens qui restent proches. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très agréable dans la vie de club. Après, il y a un deuxième élément, moi, qui est celui qui me fait vibrer, c'est le côté urgence du terrain. Et on a un objectif à la semaine. Je veux dire, il y a un match, toutes les semaines il y a un match et on est centré sur cet objectif. Et ça permet d'avoir un regard assez court terme d'un objectif. Et ça, je trouve que c'est très stimulant et moi, je sais que j'en ai besoin. Euh, et ça permet d'être toujours d'être toujours actif et de devoir toujours répondre à cet événement qui arrive. Ouais. Donc on n'a pas le temps de s'endormir, on n'a pas le temps de prendre le temps. On a un événement qui arrive et il va falloir y répondre d'une façon ou d'une autre. Et en tant que kiné, on doit être en capacité de répondre à cette urgence aussi. Ok. Ouais. Donc c'est vraiment ouais, cette urgence et cet aspect aussi relationnel Ouais, qui, c'est vrai, tu peux développer ça en cabinet, mais voilà, tu le développes moins facilement parce que surtout qu'on est dans une ère où on voit de moins en moins le patient aussi au cabinet. ouais, Enfin, ouais. je dis pas que c'est le cas de tout le monde évidemment, mais je Non, mais pense c'est la que réalité, voilà, c'est tu la, c'est vois, la réalité de l'organisation du métier, hein. Je veux dire, c'est sûr que voilà. l'organisation du libéral ne permet pas forcément de passer plus de temps ou de passer autant de temps que ce qu'on aimerait passer. Euh, Mhm. L'avantage du club, c'est ça aussi, c'est qu'on est là, on est à disposition, hein, on est là. Et ça, c'est un effet négatif d'ailleurs, on pourra en reparler, c'est que on est à disposition. Donc il y a aussi parfois un petit peu ce côté, on est consommé, on peut être consommé par le club, par les joueurs. Donc il faut arriver à bien se positionner dedans. Mais malgré tout, on est avec nos sportifs du matin au soir. Donc, si on veut prendre le temps avec un sportif en particulier, si on veut travailler spécifiquement sur quelque chose, on peut le faire. Voilà, encore Ouais. faut-il le faire d'ailleurs, mais on peut le faire. Ouais. On peut Ouais, le il y a faire. la possibilité au moins. Il y a la Mais possibilité. Ce que c'est vrai en libéral, dans l'organisation actuelle du soin, est peut-être un petit peu plus difficile. mhm. Mais voilà, très Ouais, complémentaire en tout cas, et très intéressant d'arriver à manier les deux types de soins d'ailleurs. ok. Et il y a une phrase qu'un jour on m'a dite et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus parce que vu que toi, comme je le redis et les gens l'auront compris, je pense que tu as vraiment cette double casquette. Euh, on m'a un jour dit, si tu ne travailles pas en club, tu ne peux pas te prétendre kiné du sport. Voilà. Moi, on m'a dit un jour ça dans le milieu professionnel, Ouais, ok. de façon assez sèche, en me disant, voilà, parce que moi, je disais que, pour être totalement transparent, moi, c'était pas quelque chose qui m'attirait. Mm, Je pouvais totalement comprendre que ça plaisait au kiné du sport, mm. mais, et pourtant, j'adore la kiné du sport, entre guillemets, prendre en charge les sportifs, etc., au cabinet, j'adore ça, mais ça n'a jamais été un truc qui m'a attiré. Hmm. Et du coup, on m'a répondu ça. On m'a dit, bah ouais, mais du coup, t'es pas kiné du sport parce que tu travailles pas en club. Du coup, bon, sur le coup, j'étais en mode, bon, ok, c'est ta vision, mais voilà, ça me vient comme ça. Qu'est-ce que toi, tu penses? Et je le prendrais pas mal si tu me dis, bah non, moi, je suis d'accord ou pas, mais ça m'intéresse d'avoir des arguments et des contre-arguments Ouais, aussi à non, propos de ça. je pense qu'il ne faut pas du tout être cloisonné comme ça. Je veux dire, le kiné du sport, c'est celui qui prend en charge un patient qui fait du sport. Je veux dire, c'est tout, qui répond à une pathologie, à une traumatologie qui est liée à l'activité physique. Donc, un kiné du Ouais, sport n'est pas obligé de prendre en charge des sportifs de haut niveau.
Ouais. Moi, l'autre phrase que j'aime bien dire, c'est qu'on est tous sportifs de haut niveau à notre niveau. Quand on a un patient de 65 ans qui arrive au cabinet pour une tendinopathie d'Achille parce que pendant son footing, il s'est fait, et ça s'est déclenché, ben, ce patient-là, à son niveau, il est sportif de haut niveau à son niveau, donc il faut le traiter de la même façon que n'importe qui, et le kiné qui le traite fait de la kiné du sport. Ouais. Le club, c'est juste une façon, une organisation qui est possible pour nous kinés, mais c'est absolument pas euh, le gold standard et l'objectif ultime de la kinésithérapie du sport que d'être kiné de club. Euh, Ouais. on en a un petit peu parlé tout à l'heure, je veux dire, on ne fait pas nécessairement la meilleure kinésithérapie du sport en structure sportive professionnelle. Hein. Ça veut pas, c'est pas parce qu'on est kiné en club qu'on est meilleur que le kiné qui est en cabinet, qu'on est plus compétent. C'est encore une fois, c'est juste une organisation de travail qui est différente, avec des Mhm. objectifs qui sont différents et dans laquelle on s'intègre ou on s'intègre pas. Parfois, c'est très stimulant et c'est très intéressant. Et quand tu as une bonne équipe qui fonctionne, ça peut être passionnant. Et puis Mhm. parfois, c'est catastrophique. J'ai pas de problème à en parler. Sur mes années au Stade français, j'ai vécu des années qui étaient formidables, où j'ai pris beaucoup de plaisir. Et j'ai eu 2 dernières années qui ont été très très difficiles professionnellement, mentalement, parce que les relations internes ne me permettaient pas de bien vivre ma pratique de kiné en club. Ouais. Et tu me poses la question aujourd'hui, et alors est-ce que le club te manque, est-ce que tu as envie d'y retourner? Aujourd'hui, j'ai trouvé un équilibre en dehors des clubs, et je suis très heureux de l'équilibre que j'ai trouvé. Ça me convient Mhm. aujourd'hui. Et puis peut-être que demain, ou toi demain, tu as, un pote en fait qui te Ouais. dira, vas-y Augustin, ça serait cool, vas-y, on y va ensemble, il y a un chouette projet à faire, est-ce que tu veux m'accompagner? Et tu vas y aller, et tu vas te régaler. Donc Mhm. je pense qu'il ne faut pas cloisonner et puis dire au kiné, bah non, si tu bosses pas en club, t'es pas un vrai kiné du sport. Euh, et kiné du sport, celui qui prend en charge les sportifs, je veux dire, et puis, hein, comme hein, le diplôme de kinésithérapie du sport, y a pas d'obligation particulière à avoir un diplôme par rapport à un autre pour être considéré ou pour se considérer comme kinésithérapie du sport. Je pense que voilà, Mhm. c'est une spécialité qu'on va être à même de développer toute notre vie. Et celui qui est intéressé par la chose, encore une fois, il trouvera son orientation. Il trouvera son Ouais. orientation. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est vrai que c'est aussi un autre débat, hein. C'est l'importance du diplôme. Bon, évidemment, il faut être kiné, mais après, les spécialisations en termes de kiné du sport, c'est encore très évasif. Mais ça, même on y reviendra après parce qu'il y a un sujet hyper intéressant qu'on pourra aborder. Parce que là, je me dis, oh là là, on va partir dans un truc, on va pas savoir faire retour arrière, ça va être la galère. On va partir trop loin. C'est ça. Mais non, ok, mais ça, c'est hyper important, hyper intéressant tout ce que tu nous as dit ici. Et ta réponse sur la dernière phrase est assez chouette parce que moi, je trouvais que c'était un truc qui m'avait un peu pas complexé, mais tu sais, tu rentres chez toi le soir, tu fais merde. Ouais, je suis pas. Surtout quand c'est le gérant de ton centre, enfin du centre dans lequel tu travailles qui te sort ça, tu fais, ben, ah, c'est Non, compliqué, je tu vois. pense Tu te dis, qu'il est-ce que je suis un peu. faut Ouais. pas, faut pas, tu vois, partir dans de l'argumentaire comme ça. Et puis justement, tu dis, ça m'a complexé. On peut pas, en tant que kiné, se retrouver complexé par quelqu'un et se retrouver jugé dans le statut qu'on doit lui donner ou dans sa façon de pratiquer. Encore une fois, Ouais. la richesse du métier de kiné, et ça, c'est un truc. Faut que nous tous kinés, on s'en rende compte, c'est qu'on a la possibilité de faire évoluer nos expériences et nos compétences de façon quasiment infinie tout au long de notre carrière. Quel Mm. métier te permet de faire ça? Il y en a pas tant que ça. Donc celui qui, à un instant T, a envie de pousser plus loin sur le côté sport, on a la possibilité infinie de trouver des interventions, de trouver des formations, d'aller observer sur le terrain, d'aller dans le club du coin, d'aller dans un club professionnel pour voir comment ça se passe. Franchement, les possibilités elles sont infinies. Donc, il ne faut surtout pas se complexer, surtout pas Mm. penser qu'on n'est pas à même de le faire et de voir le kiné du sport de club comme voilà, le dieu de la kinésithérapie du sport. Très sincèrement, Mhm. c'est faux. Encore une fois, il y a tout comme partout. Il y a des très bons, il y a des très mauvais. Il y a des bonnes organisations, il y a des très mauvaises organisations. Il y a des organisations humaines et des organisations euh, un peu moins sympathiques. J'ai Mhm. eu la chance et la malchance de vivre à peu près tous les formats possibles. Et Ouais. encore une fois, si là, devant le podcast, il y a un kiné qui dit ouais, moi j'aimerais bien être kiné du sport, mais il n'y a pas de mais. Franchement, les possibilités, elles sont infinies. Ok. Ok, bah écoute, ça c'était une belle façon même de conclure cette première thématique
Et je pense que ça va rassurer pas mal de kinés qui peuvent nous écouter, parce que c'est des sujets, je pense, qu'on n'aborde pas toujours tout le temps ou pas sous cette façon-là. Donc merci beaucoup. Il y a un Euh, truc quand même, ouais, hein, c'est qu'il faut être disponible. Ça, c'est ouais. aussi quelque chose. Celui qui veut s'insérer et s'intégrer dans le milieu du sport, c'est qu'il y a un moment où il faut être en capacité de se rendre disponible. Et parfois, c'est disponible tard le soir, tôt le matin, c'est disponible le week-end. Hmm. Voilà, le sport, ça se passe le week-end. Donc, celui qui n'est pas prêt aussi à quelques sacrifices de vie. Et puis, effectivement, souvent, on dit, ouais, ouais, mais je vois souvent sur des annonces recherche kiné, nana, ah c'est payé combien, ah ouais mais c'est pas assez cher, etc. Ouais mais il y a un moment aussi, si on veut vivre le sport, c'est aussi comme ça, c'est aussi par un peu de sacrifice de temps, parfois un peu de sacrifice financier, et, euh, et les choses aussi peuvent évoluer, mais en tout cas il faut bien commencer quelque part et être prêt aussi à donner un peu d'énergie pour développer cette expérience sportive. Ouais, puis je pense que même au-delà de travailler en club, c'est un principe qui peut s'accorder à toute la vie professionnelle. Mm, Pour moi, si tu souhaites un peu sortir des rangs, ou en tout cas essayer de faire vraiment quelque chose qui te tient à cœur, mm, c'est rare de pouvoir le faire vraiment les mains dans les poches. Il faut à un voilà. moment, pour moi, sortir de ta zone de confort, malheureusement un peu financière, si tu arrives à... Enfin, il faut pouvoir se le permettre aussi, parce qu'évidemment, tout le monde ne peut pas se dire, OK... Enfin voilà, ça je pense que c'est aussi des sujets que chacun euh, c'est selon la situation de chacun, quoi, aussi, Chacun doit mais se fixer voilà, les bonnes limites. c'est ça. Tu vois, moi, dans mon quotidien, ça m'arrive de voir des athlètes de haut niveau qui sont vraiment dans des situations financières catastrophiques. Et ces sportifs-là, je fais en sorte de donner le maximum et le meilleur. Et pour beaucoup, ils ne payent pas. Et je fais en sorte de leur donner accès à de l'infrastructure et à de la ressource humaine parce qu'on sait que ils ont besoin de ça et qu'ils n'ont pas d'autres possibilités. Et puis à côté de ça, tu auras un autre sportif qui, lui, va être dans une autre situation financière et où le Mhm. problème ne se posera pas. Donc, pour un kiné, c'est la même chose aussi, c'est fixer sa propre limite. Jusqu'où je suis prêt à aller, jusqu'où je suis prêt à m'investir, quel sacrifice je suis prêt à faire. Il y a le sacrifice de temps, il y a le sacrifice d'argent, mais il y a aussi le sacrifice de vie sociale, de vie familiale. Donc après, c'est à chacun de trouver son bon équilibre de vie à un instant T. Et un équilibre de vie à un instant T, c'est pas l'équilibre pour tout le reste de la vie. On a le droit de changer aussi d'avis et de varier ses expériences. Ouais. Mais du coup, pour revenir un petit peu euh, au fait que tu as travaillé avec pas mal de sportifs, tu as travaillé dans deux sports aussi que tu as cités, c'est-à-dire le foot et le rugby, si je dis pas de bêtises. Quelles seraient au final les grandes différences qu'on devrait avoir en tête dans nos rééducations concernant ces deux sports, si différentes il y a et si importantes elles sont? Alors déjà, il y a une énorme différence d'organisation sportive entre un club de rugby professionnel et un club de foot professionnel. Euh, Ouais. j'ai eu la chance de commencer par le Stade français, on va dire la grosse partie de ma vie professionnelle en club. Euh, le rythme était très élevé, les joueurs travaillaient beaucoup, ils arrivaient tôt le matin, ils enchaînaient des séances vidéo, des séances techniques individuelles, des séances collectives, des séances de musculation. Donc les matinées étaient très remplies, l'après-midi ils avaient l'entraînement collectif avec une séance de vidéo collective, ensuite l'entraînement collectif, ensuite le complément physique en fonction de la charge de travail qui avait été identifiée et éventuellement des compléments physiques qu'il fallait faire. Derrière, il y avait les soins. Donc c'était un travail assez intensif pour le praticien, pour le kiné, et aussi pour le joueur. Je vous disais, bien, disons qu'ils ont un sacré rythme quand même. Hobby professionnel, plutôt bien structuré. La notion de performance est quand même, je trouve, plutôt bien abordée dans le rugby. Je Mhm. pense que c'est un sport qui a pris pas mal d'avance par rapport au foot sur la structuration de la performance. Euh, et après, si on regarde juste la partie kiné pure et dure, ben, on sait que sur un groupe de 45 joueurs, on va toujours avoir 8, 10, 12 blessés à la semaine. Donc on a quand même un volume de blessés à gérer qui est assez important. Au niveau de la répartition des blessures, on n'est pas sur la même répartition que sur le foot, hein, puisqu'on a beaucoup plus de membres supérieurs, on a beaucoup plus de rachis et évidemment on a un nombre bien plus important de gestion de commotion cérébrale à gérer. On va dire que c'est ça qui m'a marqué le plus. Et puis surtout, la place de la musculation. Je veux dire, aujourd'hui, dans le rugby professionnel, il n'y a pas débat, le rugbyman professionnel, la musculation fait partie vraiment de son quotidien et un vrai vecteur d'amélioration de la performance. J'arrive dans le foot professionnel et encore une fois, c'est une expérience. Toutes les expériences ne se valent pas, mais le rythme n'était pas le même. Les joueurs arrivaient plus tard.
les entraînements étaient plus courts, il y avait moins de séances vidéo organisées, il y avait moins Mhm. de vie de staff et de vie de groupe qui étaient proposées. Souvent, c'était de la demi-journée, l'après-midi, les joueurs étaient off, ça doublait assez rarement au niveau des entraînements. Donc le rythme n'était pas du tout le même, l'organisation n'était pas la même, la culture du sport n'était pas la même, et la place de la musculation n'était clairement pas la même, puisque là où j'étais, au Paris FC, il y avait les différents préparateurs physiques ou les différents entraîneurs qu'il y a eu ne mettaient pas une dominante très forte de l'utilisation de la musculation pour la performance. C'était plutôt de la musculation Ok. d'entretien et de la musculation préventive et entretien. Donc il y a des grosses différences d'organisation. Et dans la gestion des blessures, ben, pareil, c'était organisé différemment. Euh, Avec mon collègue Stéphane, quand on est arrivé au Paris FC, les joueurs n'avaient pas l'habitude de rester l'après-midi pour faire une deuxième séance de soins. Donc il a fallu mettre en place et proposer, Mm. imposer le fait qu'un joueur blessé venait le matin, mais ben, venait aussi l'après-midi. Ça a été difficile parce que culturellement, dans le foot professionnel, c'est moins intuitif et moins spontané de se dire qu'on va doubler les entraînements. Donc il y a plein de Ouais. petits détails de différences comme ça, mais encore une fois, qui ne sont pas nécessairement liés aux athlètes en eux-mêmes, c'est plutôt lié à l'organisation et à la culture de chaque sport. Et Ok. un kiné qui arrive dans un sport, si ce n'est pas son sport de prédilection, eh ben, il doit aussi s'imprégner de la culture du sport et ne pas forcément vouloir aller trop fort et trop vite dans les changements parce qu'on peut souvent heurter et c'est là où il faut faire attention et de temps en temps il faut avancer par étapes et c'est pour ça que de temps en temps le kiné libéral voit de loin ce qui se passe en club et dit mais c'est incroyable, c'est pas assez, c'est pas bien, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, mais parce que la culture du sport et l'organisation d'une institution, ben, quand tu veux en faire quelques changements, tu peux te retrouver parfois face à un mur et à heurter certaines sensibilités. Ok. Et quand tu parles de faire, par exemple, 2 séances en un jour, Mm. comment est-ce que, enfin, il y avait vraiment pas une systématique, mais qu'est-ce que tu fais 2 fois par jour comme ça avec quelqu'un qui est blessé? Parce que en cabinet, par exemple, ça nous viendrait pas à l'idée Mm. spécialement de dire, bah, tu viens 2 fois par jour au cab. Mm. Comment toi, tu organises ça du coup? Ouais, alors ça va dépendre de la pathologie, mais on Ouais. va prendre, je sais pas moi, une pathologie ligamentaire ou une pathologie musculaire. En fait, la prise en charge, elle est assez globale. C'est que le joueur, tu vas l'avoir, ou la joueuse, tu vas l'avoir sur ses routines d'activation. Donc ça, mine de rien, 30 minutes, 40 minutes, si tu veux faire ta routine de pied, ta routine de core training, ta routine fessier, ta Ok. routine de mobilité. Mine de rien, ça prend du temps et c'est aussi un temps où tu peux éduquer le sportif et travailler sur certaines zones ou un certain type de travail sur lequel tu n'as pas forcément le temps de travailler quand la saison est lancée. Donc, c'est un temps, je trouve, qui Mhm. est assez important et qui va permettre aux sportifs de s'imprégner d'un certain type de travail, de certains exercices qu'il va pouvoir après réutiliser plus tard dans ses échauffements ou dans ses récupérations. Tu vas avoir tout le travail de cardio-respiratoire, cardiovasculaire. Donc, quand tu es en club, ça peut être le kiné en fonction du moment, ça peut être le réathlétiseur ou préparateur physique qui s'en occupe, mais il va y avoir un temps de travail cardio, que ce soit par le haut du corps ou avec le bas du corps. Il va y avoir le temps du renforcement musculaire, le temps du travail proprioceptif, le temps sur table, le temps de soins directs. Et mine de rien, quand tu mets tout bout à bout, et ben, ça fait des séances qui peuvent être très très longues. Donc, tu as Ouais. plusieurs options. Soit tu fais des gros blocs de travail et le sportif va travailler sur un temps long en un bloc, soit bah, tu essayes de dissocier un petit peu. Euh, sur le musculaire, moi je suis un grand fan d'isocinétisme, donc sur ma blessure musculaire, bah, évidemment, j'aime travailler en isocinétisme, mais il faut aussi avoir le temps de travailler en fonctionnel et en salle. Et ben, on ne va pas forcément cumuler l'impact musculaire sur la même séance et tu vas dispatcher ta séance et la splitter en deux. Et on essaye Ok. d'articuler sur une semaine les temps de travail et les temps de repos pour avoir une prise en charge la plus large possible. Mais Ok. là, tu vois, en ce moment, sur du soin individuel, les sportifs que j'ai, ils sont là pendant quasiment 4 heures. Et en 4 heures, Ah c'est le ouais. temps qu'il faut pour arriver à faire routine, cardio, soins, renfo bas du corps, renfo haut du corps. Là, j'ai une joueuse de hand qui vient pour un genou, et ben, il faut lui faire ses routines d'épaule aussi. Ton travail sur BFR. Donc, en fait, tout cumulé, ben, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ok. Et quand tu as des séances comme ça de 4 heures, toi, tu penses quoi du principe d'interférence et ces choses-là? Tu vois, du fait de basculer dans le à surstimuler, tu finis par chanter ce que tu Ouais, veux vraiment stimuler, tu vois? ouais, ouais. Comment toi, tu gères ça? Eh ben, c'est des questions qui sont à se poser au moment où tu planifies un peu ta programmation de rééducation.
je pense que le point de départ, c'est celui-ci aussi, c'est globalement avoir un plan, hein. Il faut avoir le plan au départ, donc soit tu le fais en format un peu rétroactif avec l'idée d'un délai, même si on n'aime pas, mais il faut bien un point de départ qui te donne un peu une vision globale, une vision générale de ta prise en charge. Et puis ensuite, tu la fais évoluer en fonction de tes critères cliniques et de ton évolution clinique. Donc, tu as ta vision globale et puis après, tu la structures comme on pourrait la structurer en musculation par cycle, du méso, du micro. Et dedans, tu essayes justement d'avoir du travail qui est suffisamment complémentaire, qui ne va pas Mhm. chanter l'effet de l'un par rapport à l'autre. Euh, Ok. mais globalement, on arrive à s'en sortir. Et bon, je regarde, on est vigilant, mais néanmoins, ça n'empêche pas de travailler, ça n'empêche pas de proposer. Moi, je ne suis pas contre le fait de travailler en cardio zone 2 avec du renforcement, avec de la plus haute intensité derrière. Voilà, Ouais. ça me Mhm. perturbe pas plus que ça. Ok. Et ici, c'est intéressant parce que tu disais, voilà, de temps en temps, enfin, selon le planning, c'est moi ou le prépa qui Mm. s'occupe de faire du renfort, etc. Euh, c'est un sujet intéressant parce que actuellement, même sur les réseaux, on voit un espèce de continuum qui n'est pas toujours, entre guillemets, respecté, où tu as des coachs qui soignent, entre guillemets, des pathologies. Tu as des kinés qui font plus de la prépa physique que de la kiné, mais au final, où se situe la limite entre les deux? Mm. Est-ce qu'au final, vu qu'on fait de plus en plus d'actifs en kiné, ça se rapproche forcément de la prépa physique, en tout cas dans les principes? On a tout intérêt à connaître les principes pour faire prendre du muscle à nos patients, prendre de la force, etc. Bref, comment, déjà ici en club, par exemple, vous définissez un petit peu cette limite? Ou est-ce que déjà il y a cette limite ou est-ce que c'est plus selon le planning, comme tu Bah, disais? c'est surtout très contexte et staff dépendant. Mhm. Encore une fois, sur les différentes expériences que j'ai eues, je pense que j'ai à peu près tout vu. Je suis passé dans un club où le kiné n'avait pas le droit de sortir de sa table et globalement, ça devait se limiter au massage et à l'étirement. Donc, tu te doutes bien que C'est un peu réducteur quand même, mais ouais. l'expérience-là était un petit peu, un petit peu difficile. Ça n'a pas duré longtemps. Tu arrives dans un club où il y a déjà un staff qui est structuré avec 5 préparateurs physiques, dont un spécialisé dans la réathlétisation, un spécialisé dans la force, un qui va être là pour la partie vitesse, travail technique et gamme. Chez les kinés, tu en as un qui va être plutôt sur le soin, la thérapie manuelle, l'autre qui est plutôt réathlétisation, l'autre qui est plutôt ISO. Donc, en fait, tu arrives dans un environnement et il faut déjà connaître la logique interne de l'environnement dans ce Ouais. club-là, qui fait quoi, comment ça se passe. Et ça, c'est important aussi quand les kinés, on veut intégrer une structure, de bien poser les questions pour savoir justement les prérogatives des uns et des autres et qu'est-ce qu'ils attendent. Hein, la fameuse fiche de poste, mais euh, sans faire la fiche de poste officielle RH, c'est quand même savoir la vision de l'environnement et du club dans lequel vous êtes, de la structure dans laquelle vous êtes, de votre métier. Si c'est vous, en fait, oui, kiné, on en a besoin, vous faites des massages, des straps et des étirements, bon, il vaut mieux le savoir au départ, hein, et pas le découvrir au Ouais. fur et à mesure. Donc, il n'y a Mhm. pas de réponse toute faite. Dans tous les clubs et dans toutes les structures, encore une fois, il y a des fonctionnements des fonctionnements différents. Donc, les meilleurs staffs, c'est ceux où il y a de la communication, où il y a de l'échange, et où justement il n'y a pas de barrières, de grosses barrières avec des cloisons qui sont impénétrables. Ça, c'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir un staff qui fonctionne, qui échange, qui communique, et dans lequel justement le continuum kiné, réathlé, prépa physique est finalement quelque chose de très dynamique et de très tournant. Moi, je ne Ouais. suis pas trop dans le continuum étape par étape, un kiné, deux réathlés, trois préparateurs physiques. La Mhm. réathlétisation, elle commence le jour de la blessure. Le déconditionnement cardio-musculaire, il commence le jour de la blessure. Donc après, que ce soit un kiné avec une expertise qui prenne en charge cette partie-là, que ce soit un prépa physique qui travaille avec le kiné sur cette phase-là, peu importe, j'ai envie de dire, on est là au service du joueur. Tant que le travail est fait, on est content. Là où ça pose problème, c'est quand effectivement euh, certains, certains praticiens ou certains professionnels vont dans des missions qui ne sont pas du tout les leurs. Tu parles des entraîneurs soigneurs. Ben là aussi, selon les sports, selon l'organisation du sport, on voit un petit peu de tout. Un sport comme l'athlétisme, à l'athlétisme, ils ne sont pas habitués à travailler avec du préparateur physique, pas trop habitués à travailler avec des kinés. Donc Mhm. finalement, c'est l'entraîneur qui chapeaute un petit peu l'ensemble de la performance de l'athlète. Et ben ça, il faut le savoir au départ. Et toi, quand tu arrives comme kiné dans l'athlétisme, et ben, il faut aussi avoir cette connaissance du fonctionnement du sport. Donc Ouais.
voilà, c'est difficile de trouver les limites, c'est difficile de trouver un système préétabli. En tout cas, c'est nécessaire de poser les questions avant d'arriver pour savoir comment ça se passe là où vous allez travailler, pour ne pas avoir de mauvaises surprises ou en tout cas être en accord avec le fonctionnement. Et puis après, Mhm. si vous avez les mains un peu libres ou si vous avez un petit peu de poids, eh bien évidemment, pourquoi pas faire évoluer les choses et essayer de les structurer comme vous avez envie de le vivre. Mais ça, Mhm. encore une fois, c'est pas forcément facile, surtout au départ. Ouais, ok. Et si par exemple on prend la pratique en cabinet, par exemple d'un Mm. kiné qui serait, même je prends ma pratique par exemple, ici moi j'ai la chance de travailler dans un endroit, un centre médical du sport avec une belle infrastructure, 200 mètres carrés de salle, Mm. etc. Ben, on est en droit aussi de se dire, ben, là aussi, où se situe cette limite-là? Quand est-ce que j'arrête entre guillemets avec mon patient et que je passe la main? Ou est-ce qu'il n'y a pas ce truc où au final, le patient, tu l'as depuis le jour 1, qui le connaît mieux que Bien toi, sûr. ben, toi est-ce que c'est pas plus, même pour le patient, si tu as vraiment une chouette relation thérapeutique, est-ce que c'est pas plus logique que ce soit toi qui t'en occupe, à condition évidemment que tu sois sensibilisé à toutes ces notions de prépa C'est physique. ça. Et voilà, si tu sais pas comment faire un squat, c'est compliqué, mais tu vois, et moi, c'est vraiment un truc où je sais que ça fait débat sur les réseaux, et donc c'est des questions qui m'intéressent aussi. Ouais. Ouais, c'est ça. Toi, t'en penses quoi? Il faut simplifier le débat. Déjà, dans la pratique de ville, c'est évident que pour la majorité des patients qu'on va avoir en libéral, c'est le kiné qui va gérer quasiment du début à la fin de la prise en charge. La question, c'est de savoir est-ce que je suis en capacité d'aller jusqu'au bout de la prise en charge? Est-ce que je suis en capacité de l'amener jusqu'à la reprise d'une activité physique au niveau qu'il avait précédemment? Pour pouvoir le faire, t'en parlais avec Pierre Poulain, cette nécessité de devoir ressortir sur le terrain et d'accompagner son sportif en dehors, ben, évidemment, il faut savoir jusqu'où on est prêt et jusqu'où on peut amener notre patient. Mais si le kiné formé est en capacité de le faire et de le proposer à ses patients libéraux, ben bien sûr qu'il y aille. De toute façon, pour la grande majorité des patients, les patients, ils n'iront pas voir préparateur physique, ils n'iront pas Ouais. payer un coach, un préparateur physique pour l'après return to play. Et de toute façon, comme tu l'as dit, qui est plus compétent que toi qui a accompagné ton patient du début à la fin. Donc si toi, tu as cette capacité et cette expertise sur le retour terrain, ben c'est évidemment, je trouve que c'est encore une fois une des grandes richesses de notre métier d'avoir cette possibilité de le faire. Après, tu as des kinés aussi Mhm. qui n'aiment pas et qui ne veulent pas. Et à ce moment-là, il faut passer la main à un collègue qui aime et qui fait. Euh, C'est ça. mais la majorité de nos patients en libéral, ils iront pas voir un préparateur physique ou un réathlétiseur pour aller faire du RTP. Donc, bien sûr, je pense que c'est vraiment dans l'ADN et dans la compétence du kiné du sport aujourd'hui. Quand on Ouais. parlait kiné du sport tout à l'heure, le kiné du sport, c'est aussi celui qui retourne sur le terrain avec son sportif. C'est peut-être ça aussi qui fait la différence et le titre de kiné du sport, c'est celui qui le ramène jusqu'au bout. Donc, Ouais. ouais, ouais, c'est essentiel de le mener au bout et c'est essentiel de savoir le faire. Et puis, celui qui est intéressé par ça, il faut qu'il y aille parce que c'est vrai que c'est passionnant de pouvoir aller jusqu'au bout de la prise en charge. C'est très gratifiant, hein. C'est super Ouais, gratifiant. carrément. C'est la force de la traumato du sport, hein. C'est quand même une spécialité qui est très gratifiante. On part d'une Mhm. blessure et puis on remet sur le terrain. C'est quand même super. Et puis après, tu as Mhm. des environnements où on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire parce que l'organisation du métier de kiné ne permet pas de sortir du cabinet, parce qu'on n'a pas l'infrastructure nécessaire, parce que on n'est pas tous comme toi avec un cabinet de 200 mètres carrés. Voilà, donc il faut, encore une fois, il faut pas non plus hésiter à réorienter, à déléguer quand on sent on est limité. Ouais. Et d'ailleurs, même quand on a des super infrastructures, des super installations et qu'on a l'impression d'avoir les compétences qu'il faut, parfois ça ne fonctionne pas et on n'y arrive pas. Et ben à ce moment-là aussi, c'est là où c'est bien d'avoir ce fameux réseau qu'on s'est constitué, ce réseau de collègues, ce réseau d'amis, ce réseau de ressources professionnelles qui nous permettent peut-être plus facilement aussi de réorienter un patient quand on a besoin. Ouais. Et c'est vrai que tu disais un truc là tantôt qui était intéressant, c'était sur Ah, le fait tu de dis tantôt, toi. Ah oui, c'est vrai, tantôt. C'est tout à l'heure. Non, c'est quoi? C'est comme ça qu'on dit. Tantôt. Et pourtant, tu sais que je fais un effort pour pas dire 90. Non, Hein. non, J'essaye de dire 90. Maintenant, je suis drillé. Mais en gros, tu disais que c'était intéressant et c'était nécessaire de s'intéresser au sport du patient. non. Et ça, je trouve ça très juste aussi, même dans ce cadre-ci, dans le sens où il y a des patients où moi, leur sport en tant que tel, Ouais. je considère que je m'y connaîtrais
toujours moins, à part si je passe énormément de temps dessus, mais que leur préparateur physique ou qu'un coach spécialisé Bien là-dedans. sûr, Tu vois, bien sûr. j'ai eu par exemple un jour un joueur pro de bowling. Ah ouais. J'avais jamais eu. Mm. Et ben honnêtement, je pouvais. Alors tu peux analyser la bioméca du sport. J'avais fait mes petites recherches, mais par exemple le bowling, c'est pas ce qu'il y a de plus courant. Ouais. Et donc tu fais un peu des extrapolations sur tu sais, les contraintes qu'il peut avoir. Mais après, il y a un moment où je disais, mais en fait, pour la suite, va voir ton coach, va voir ton machin. Ouais. Parce qu'il maîtrise mieux, il fait ça depuis 10 ans, il voit des joueurs de bowling tous les jours. Et donc ça, je pense que c'est pour revenir sur le fait qu'effectivement, c'est important aussi de pouvoir déléguer et que c'est pas d'office un affront à nos compétences Exactement. pour autant. Déléguer, puis savoir rester humble. On sait pas tout, on sait pas tout faire. Hey, sorry de m'imposer encore une fois, mais c'est simplement pour te dire que tu arrives à la fin de cette première partie. Donc en fait, à partir de maintenant, ben, tu l'auras peut-être compris, on a décidé, sur base de vos retours et aussi de notre bon sens, de se dire que les longs épisodes, donc qui duraient plus qu'une heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie parfois, eh bien on a décidé de les scinder en deux parties. Simplement, ben, ça facilite le parcours des épisodes, parce que quand tu as un épisode de 3 heures et que tu oublies où tu étais, et que tu dois commencer à rechercher où tu étais, etc., ou que Spotify a oublié de notifier ta progression, c'est parfois vachement galère et ça décourage parfois même de continuer d'écouter le podcast. Donc voilà, simplement c'est pour te dire que c'est la fin de cette première partie, mais t'inquiète pas, il y a une deuxième partie qui arrive très très bientôt. Et pour ne pas la louper, eh bien n'hésite pas à venir nous suivre sur les réseaux, sur Instagram, sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu nous écoutes, ou même sur YouTube si tu veux du format vidéo. Allez, on te remercie pour ton soutien et on te dit à très très vite sur Entendons. Ciao. Ah, et avant que tu partes, voilà un petit message simplement pour te remercier, pour vous remercier, parce qu'on espère quand même qu'il y aura plus qu'une personne qui va nous écouter. Mais voilà, pour votre soutien, parce que si vous êtes en train d'écouter ce petit message affectif, c'est que vous avez écouté le podcast en entier ou que vous avez été directement à la fin. Mais dans tous les cas, c'est que vous nous suivez, que vous aimez, j'espère, notre travail. Et donc voilà, ça va être un petit peu bateau, mais si on peut vous demander encore une chose, c'est simplement de nous mettre peut-être 5 étoiles sur Spotify ou en tout cas sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes, ou bien un like sur YouTube, tout ce que tu veux. En gros, juste nous montrer ton soutien et ton appréciation de notre travail au travers de ce que la plateforme te permet de faire, que ce soit aussi en partageant autour de toi pour faire connaître le podcast. Voilà, c'est vraiment des choses qui, quand on est auditeur, on ne se rend pas compte. Moi, personnellement, j'écoutais des podcasts avant d'en créer et je ne me rendais pas compte quand ces messages arrivaient. Je me disais, bon, encore une fois, ils nous demandent. Mais en fait, voilà, vraiment, je peux le dire maintenant, c'est hyper important parce que, comme tu sais, tout fonctionne avec un algorithme aussi. Et voilà, la moindre petite goutte dans l'océan, que ce soit un like, un partage ou les deux, un commentaire, etc., la moindre goutte, ça peut vraiment créer, si je peux rester poétique, un océan de soutien pour nous. Donc voilà, c'était simplement un petit message pour te remercier de prime abord et aussi pour te demander si ça ne te dérange pas de noter ce podcast, si possible avec une bonne note et en tout cas des bonnes étoiles. Ça nous ferait vraiment plaisir. Et à côté de ça, on reste ouvert si tu as des suggestions, si tu as des remarques, s'il y a des choses qui t'ont plu ou pas plu dans le podcast. Vraiment, n'hésite jamais à venir nous en parler. On sera toujours ravis d'écouter tant que les critiques restent constructives, évidemment. Donc voilà. Je ne vais pas te retenir plus longtemps et je te souhaite déjà une bonne journée, une bonne soirée selon le temps où tu nous écoutes et je te dis à très très vite dans tes oreilles. Ciao ciao.